Bonjour Jean-Vincent Placé. Bonjour Antoine de Malherbe. Merci d'être avec nous, vous êtes sénateur de l'Essonne. Merci de m'avoir invité. Président du groupe écologiste au Sénat. Cette nuit, à Bruxelles, les chefs d'État européens se sont engagés à réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne d'ici 2030. Comment vous le qualifiez cet accord ? Déjà, c'était extrêmement important qu'il y ait un accord. On reste sur l'échec depuis 5 ans de la plupart des négociations climatiques, depuis Copenhague, et il faut absolument que pour la conférence climat de la fin de l'année prochaine, décembre 2015, qui a lieu à Paris, c'est une grande initiative du président de la République française, bien sûr, de Laurent Fabius, de Ségolène Royal, et nous serons à la pointe du débat en France sur la question climatique, sur la nécessité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, vous l'avez dit, Apolline de Malherbe. Il y a un accord. Oui, il y a un accord et je salue cet accord. Alors évidemment, qu'est-ce qui déjà, vaut cet accord et c'est bien légitime parce qu'il y a toujours une volonté d'aller au-delà. Les associations écologistes, certains amis qui disent c'était pas tout à fait ce que nous avions demandé. Nous voulions aller à 50% de réduction des gaz à effet de serre. 40%. Sur la question énergie renouvelable, c'est un objectif de 27. Nous voulions aller au-delà. Par exemple, la loi de transition énergétique votée sous l'égide de Ségolène Royal, la LTE, donc dit 32, et nous voulions aller également au-delà sur l'efficacité énergétique, qui est le troisième élément de ce paquet énergie-climat, c'est-à-dire la réduction de la consommation finale d'énergie. Donc c'était des objectifs donc, tout très ça est ambitieux. Un tout petit peu en dessous de vos objectifs. Et c'est logique, surtout dans la situation à 28, dans une négociation complexe qui est celle d'un compromis à trouver avec nos partenaires de l'Union européenne. Et puis la situation, disons-le, très spécifique de la Pologne qui a beaucoup pesé sur l'accord. Eux, ce sont surtout... Ils sont encore au charbon, voilà, pas beaucoup exactement. Mais pour très grande majorité de l'énergie polonaise vient du charbon. Donc, il y a la relation complexe dans la discussion actuelle avec nos partenaires russes. On mesure bien la difficulté par rapport à l'approvisionnement du gaz russe avec la crise ukrainienne. Donc on est dans une discussion extrêmement complexe. Et donc évidemment, les objectifs très ambitieux que nous, les écologistes, portions ne se retrouvent pas tous dans le compromis, globalement, mais moi je dis quand même satisfait. Mais c'est la stratégie d'ailleurs notamment de Laurent Fabius qui disait il faut absolument un accord parce que l'accord donne un élan. Et d'ailleurs nous avons obtenu avec la pression de François Hollande, le chef de l'État, que François Hollande, le chef de l'État, vous précisez bien, oui. Oui, c'est important parce qu'il faut respecter le chef de l'État de la République française. Donc François Hollande, le chef de l'État. C'est mon cas. Et je trouve qu'en ce moment il y a beaucoup de gens qui essayent de dévaloriser la fonction présidentielle. Ce n'est pas mon cas. Donc vous vous dites même quand on parle énergie climat à Bruxelles, on va pouvoir glisser. Non, mais c'est extrêmement important qu'on ait dit au moins 40%. Alors ça peut paraître à la distance qui est celle de Bruxelles un peu dérisoire par rapport aux enjeux de la planète. C'est un accord. Moi je n'aime pas le terme historique et j'utilise très très peu parce que donc c'est un accord comment? C'est un accord important, solide et qui permet d'envisager l'avenir pour la conférence climat l'année prochaine avec une dynamique. Et c'est ça qui est important. Parce que le problème, c'est que les négociations climat échouent toujours jusqu'alors parce que les Chinois et les Américains, justement, parce que l'Union européenne, notamment, n'est pas assez affirmée dans la négociation. Les Chinois et les Américains, qui émettent quasiment la moitié des gaz à effet de serre au niveau de la planète, eh bien, bloquent le dispositif. Donc, il faut être ambitieux, mais évidemment ne pas être incantatoire. Ici en France, Jean-Vincent Placé, la loi sur la transition énergétique, vous en avez dit beaucoup de bien. Oui. Là encore, pourtant, elle est en dessous d'un certain nombre d'ambitions que vous auriez pu avoir. Mais bon, vous êtes réaliste, vous vous contentez de ce qu'il y a. Non, nous sommes extrêmement tout à la fois ambitieux et pragmatique. C'est pas une question de réalisme au sens strict, parce que réalisme, on a l'impression que c'est défensif. Et nous sommes allés très très loin sur la loi de transition énergétique. Et moi, je remercie encore Ségolène Royal pour son engagement très affirmé depuis le remaniement ministériel qui a fait qu'elle s'occupe du ministère de l'écologie. On était arrivé dans une situation en France où jamais il y a eu de discussion. Jamais il n'y a eu de discussion au Parlement sur la politique énergétique de la France. Notamment la politique nucléaire a été décidée par quelques-uns, il y a 40 ans. Mais justement, et on était toujours, je finis juste là-dessus, on était dans une vision du tout nucléaire. 75% de l'électricité française, c'est le nucléaire dans notre pays. Alors, nous sommes les écologistes pour la sortie du nucléaire. Mais comme nous ne sommes pas la Commission européenne, président de la Commission européenne, nous ne sommes pas non plus à la tête de l'État, et avec un rapport de force politique qui est ce qu'il est,
pas non plus très affirmé. Nous avons réussi, grâce à la force des convictions, la sincérité de notre démarche et les propositions que nous avons faites, à arriver à ce compromis sur le mix énergétique pour aller vers 2025 à 50%. Donc une réduction d'un tiers de la production d'électricité par voie nucléaire. Sauf qu'il y a des symboles qui n'y seront pas. Et notamment, Fessenheim, je recevais Ségolène Royal dimanche dernier, et elle disait que ça n'était plus une décision politique que seraient désormais les experts. Donc, a priori, Fessenheim ne sera pas fermé. Elle est ministre de l'écologie, et c'est normal qu'elle dise ça. Donc tout vous convient? Non, je ne vais pas vous dire ça, c'est que c'est normal qu'elle dise ça. Donc j'assume, je dis moi que Fessenheim sera fermé. Pourquoi? Parce que c'est un engagement. Mais pourquoi vous êtes si sûr alors qu'elle-même n'en est pas sûre? Pour deux raisons, une politique et une technique. C'est que le président de la République l'a indiqué, c'est une promesse de campagne. Mais est-ce que toutes les promesses de campagne ont été... Je voyais déjà les répliques avec votre sourire, Apolline de Malherbe. Bon, voilà. Donc enfin, celle-là, en tout cas, vous y croyez, à cette promesse-là. Emmanuel Cos, notre secrétaire national, a vu le chef de l'État, le président de la République française, il y a une dizaine de jours. Il lui a réaffirmé sa volonté de respecter cet engagement de fermer Fessenheim. Je fermerai Fessenheim avant la fin du quinquennat, donc de façon très claire, les yeux dans les yeux, même si cette expression a perdu un petit peu de sa force. Et pour ce sujet extrêmement simple, c'est que c'est tout à la fois politique, c'est l'affirmation de cet engagement, et tout à la fois technique, car dans la loi, vous le savez, Apolline de Malherbe, nous avons plafonné à 63,2 gigawatts la production, d'électricité nucléaire, c'est un petit peu technique, mais c'est comme ça. Non, mais cela dit, voilà, donc, il y a des symboles. Ça veut dire, et bon, voilà, il y a un EPR qui est censé s'ouvrir en 2016-2017, quand on ouvre quelque chose... On devra enfermer de l'autre côté. Voilà, il faudra enfermer deux, en réalité. D'ailleurs, la question n'est pas tellement de savoir... il y aura quoi qu'il arrive Fessenheim dans les deux. Parce que c'est le plus vieux, tout simplement. On arrive à nos fameux 40 ans. Nous pensons que l'obsolescence d'une centrale, c'est 40 ans. Et c'est en ce sens-là que nous souhaitons fermer des réacteurs et développer les énergies renouvelables. Et je viens de vous le dire, malheureusement, l'objectif européen n'est qu'à 27, alors que dans la LTE, la loi de transition énergétique, nous avons fait inscrire 32. Donc on est alors qu'actuellement, nous sommes à 12,7, ce qui n'est pas beaucoup. Je suis désolé pour ces chiffres matinaux, mais je crois que c'est important quand même. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des ambitions, qu'elles ne sont pas toutes poursuivies, mais que pour l'instant, vous êtes insatisfait. Après, c'est pas ça, c'est que on ne sait pas le gros plan, tout ça. Après, c'est la vraie vie. Ça veut dire après que le ministre de l'économie, les patrons, les syndicats, tout le monde doit se mobiliser. Et par exemple, les PME, PMI, il faut les aider à faire la rénovation thermique des bâtiments, à faire des circulations douces, à faire des boîtes qui, par exemple, font des bornes pour les voitures électriques, etc. Voilà, c'est la vraie vie, c'est pas la loi qui Jean-Vincent Placé, la vraie vie, c'est aussi les alliances politiques. Est-ce que vous pourriez participer à un gouvernement avec le centre? Déjà, on ne participe pas avec les socialistes, donc c'est une drôle de question, Apolline de Malherbe. Est-ce que dans l'absolu, vous pourriez imaginer de faire partie de cette grande coalition qu'appelle de ses voeux Manuel Valls, sans dire exactement pour très quand? Très sincèrement, je ne veux pas raisonner comme ça. Je comprends le sens de la question. Vous faites référence à l'intervention hier matin que j'ai écoutée et vue. Ici même, Manuel Valls disait « Je pourrais gouverner avec le centre ». Est-ce que vous pourriez, dans l'absolu, gouverner? Je vais vous dire, parce que ce qu'il a dit juste après, c'est de dire qu'il n'y a pas de raison de ne pas gouverner avec des gens qui souhaitent soutenir votre projet. Exactement. Voilà. Donc le vrai problème, c'est le projet politique. Un problème. Et si nous, les écologistes, nous ne sommes pas dans ce gouvernement, ni dans celui de Valls 1, ni dans celui de Valls 2, et y compris moi-même, j'ai pris mes responsabilités à cet égard, eh bien, c'est parce que nous pensons qu'il faut un rééquilibrage, une inflexion de la politique du pays, dans une vision plus sociale et dans une vision plus écologique. Même si je note qu'il y a des manifestations évidentes de plus d'écologie depuis quelques mois, car justement Ségolène Royal... Vous disiez quand même que vous encensez Ségolène Royal, moi, je suis pas qui est membre de ce gouvernement Valls. Moi, je regarde les faits. Voilà. Je constate que Ségolène Royal fait du bon travail. À la différence de certains observateurs, il me semble que le délit de faciès qui a été fait initialement sur Emmanuel Macron n'a pas beaucoup de sens. Regardons la loi. Vous faites partie de ceux qui veulent défendre Emmanuel Macron, ou en tout cas lui donner une chance. Je veux défendre personne. Vous voulez lui donner une chance? Moi, je veux défendre personne. Vous lui donnez une chance. Ça fait assez longtemps que je fais de la politique et c'est comme en amont ce sont les preuves. Voilà. Bon, donc moi, je regarde les textes le plus froidement du monde et je regarde les faits. Par exemple, je vois les faits positifs, c'est ce que fait Ségolène Royal. Je vois par exemple sur les professions réglementées, c'est un débat intéressant, sans stigmatiser d'ailleurs les professions réglementées en question, mais il y a un débat. Hier, je recevais un ami qui est président de la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-Seine. Il y a aussi un débat sur le financement des chambres de commerce. Jean-Vincent Placé, quand on vous écoute, on se demande pourquoi vous n'êtes pas dans ce gouvernement. Mais parce qu'on a des divergences. Même oui, enfin, il y a quand même beaucoup de positifs dans ce que vous dites. Oui, mais je vais vous dire, les 2 premières années, on est beaucoup à le penser, elles n'ont pas été bonnes. Mais pourtant, vous y étiez.
Exactement. C'est pour ça que ça, c'est un vrai paradoxe. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais pour qu'on y Comment reste. vous comprendre? Parce que moi, je suis. Comment vous comprendre? Moi, j'étais pour que nous puissions rester au gouvernement en avril dernier. Mais comme je suis pas quelqu'un de tourner vers le passé, hein, je tourne les pages. Et donc, ce que j'essaie de faire, c'est d'être utile à mon pays et donc de faire mon job de parlementaire, de regarder les textes. Par exemple, à ce moment, je me bats pour le budget d'écologie. Donc ça, c'est très négatif. Mais on va parler je vous le dis budget. quand même, c'est très négatif. Moi, je suis plutôt attaché à montrer l'appartenance à la majorité. Donc plutôt attaché à voter les budgets. Mais quand même, ça fait 3 années de suite que le budget d'écologie, il baisse. Et pas d'un peu. Moins 8%, moins 7%, là moins 5,8%. On a perdu en 3 ans 1,6%. Donc là-dessus, vous vous battrez. Oui, mais je ne fais pas que me battre. C'est qu'à un moment, oui, il faut affirmer justement ce qu'on vote. Et puisque vous ne me demandez pas à peine de malheur, eh bien, si ce budget n'augmente pas, le budget d'écologie, nous sommes écologistes, c'est bien naturel. C'est pas une question de corporatisme. C'est la profonde, c'est notre profonde conviction. Et c'est en ce sens-là que nous n'augmente pas, nous ne voterons pas le budget. Voilà. Alors justement, j'allais y venir à ce budget. Vous ne le voterez pas. Il a déjà été peu voté par les écologistes de l'Assemblée nationale. Ils sont 14 à s'être abstenus sur 18. Oui. Et vous? Donc ce sera en novembre. Nous, on va faire le débat, on va rencontrer Michel Sapin et notre ami le secrétaire d'État au budget Eckert. Nous allons faire les discussions, nous allons faire les amendements. Nous voulons être dans la vie parlementaire et dans l'action politique. Mais Jean-Vincent Placé, en l'état aujourd'hui, si vous étiez à l'Assemblée, vous l'auriez pas voté? Oui, j'aurais fait comme Cécile Duflot, mes amis François de Rugy, tout à fait. Mais vous espérez que d'ici le vote au Sénat, il ait évolué? J'ai passé un petit peu aussi le temps des espérances et donc je vais regarder encore les faits. C'est-à-dire que voilà, nos amis, et c'est normal, nous discutons. Vous allez essayer, mais vous y croyez peu. Les socialistes ont discuté notamment sur les éléments liés à la politique familiale. D'ailleurs, ce qu'ils ont trouvé comme solution me satisfait assez peu, mais c'est un autre... Vous n'êtes pas pour une modulation des allocations familiales en fonction des revenus? Pour le coup, et j'assume de le dire, une position assez individuelle, y compris dans mon propre parti. Moi, je suis pour l'universalité et je suis pour la politique familiale assez classique qui marche très bien. C'est une erreur de renoncer à l'universalité des allocations familiales? Bien sûr, voilà, je pense que c'était vraiment pas une bonne chose. Et il ne faut pas que ça devienne la norme? Vous espérez qu'on puisse revenir dessus éventuellement? C'est plus profond que ça. Vous notez d'ailleurs qu'il y a, si j'ose dire, une alliance de circonstances des associations familiales et du Parti communiste français qui ne sont pas quand même les plus antisociaux de notre pays. Et les partenaires sociaux sont en majorité contre? Évidemment, parce que la politique familiale, ça va pour l'enfant. Donc on ne regarde pas a priori la fortune des parents ou leurs revenus. C'est quand même l'école est gratuite pour tous les enfants et pas en fonction des revenus du parent, par exemple. Évidemment à apporter sur une politique d'intérêt général et de service public une telle conditionnalité, on commence par les enfants et puis comme vous l'indiquez, ça va finir sur tout. C'est déjà le cas et c'est pour le coup légitime sur les cantines, sur les sorties extrascolaires. Mais là, pour l'aide directe à l'enfant, voilà. Donc, mais je sais que c'est même pas trop partagé par certains de mes amis et on a trouvé un compromis au Parlement et si nécessaire, j'ai peux les rallier. Mais voilà, à un moment aussi, il y a ces convictions profondes. Et ma conviction profonde, c'est la qualité, la politique familiale depuis des dizaines d'années dans notre pays qui fait une force, y compris de notre démographie. Jean-Vincent Placé, pour revenir quand même à cette main tendue par Manuel Valls au centre, est-ce que justement vous dites, nous on n'en fait pas partie de ce gouvernement, est-ce que le fait qu'il tende la main de l'autre côté, vous avez l'impression que c'est parce que aussi justement il n'a plus assez d'alliés ni chez vous ni chez une partie de la gauche à gauche? Il faut faire les choses les unes par les unes. Il faut déjà pour parler aux Français, bien sûr, toujours parler aux Françaises et aux Français. Mais comme justement à un moment il faut être fort pour faire la politique, pour faire passer les compromis. Il faut rassembler les siens. Il est faible aujourd'hui, Manuel Valls? Il y a trop de divisions qui ne sont pas dues qu'à lui d'ailleurs, mais le dialogue, le débat invraisemblable qu'on a vu depuis 2 jours des socialistes. Au sein du Parti socialiste je ne veux pas moi porter de jugement ni donner des bons ou des mauvais points. Et quelque part. Et puis Europe Écologie Les Verts en général je crois que ce serait. Nous on a une grande capacité à souvent donner des leçons et parfois moi j'essaie de les éviter parce que. Mais cela dit, vous les observez, vous voyez Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, carrément dit que Manuel Valls fait une faute. Jean-Christophe Cambadélis qui a fait une déclaration solennelle. Moi, je ne veux pas me mêler des affaires du Parti socialiste, mais en revanche, c'est un partenaire important et donc il faut qu'il y ait de l'ordre. Voilà, il faut qu'il y ait de l'ordre, il faut qu'il y ait de l'unité, du rassemblement. Est-ce que Manuel Valls est un facteur de division aujourd'hui? Je reviens sur le sujet de l'ordre et de l'unité. Justement, sur la question de l'ordre, est-ce que Manuel Valls lui-même est en train de mettre une division? Je crois qu'il doit comprendre, et ça vaut aussi pour Emmanuel Macron, que les propositions qui sont faites, notamment tout à la suite d'ailleurs, allocation chômage, travail le dimanche, contrat unique pour l'embauche,
rien n'est infamant là-dedans. Sauf que quand on est dans une période où le pays est socialement aussi en difficulté, où les chômeurs sont aussi nombreux, où il y a une vraie tension dans la société française, faut pas en rajouter. Je dis même pas, moi, faut pas faire ça pour énerver la gauche de la gauche. Je suis pas du tout dans ce sujet-là. Je parle pour les Françaises et les Français, pour les Françaises et pour les Français. Ça n'est pas le moment. Et la tâche qui est celle, je parle là du président de la République, parce que c'est lui qui est quand même au cœur de la nécessaire synthèse. Un mot que je crois il aime bien. Et un mot très hollandais. Il faut rassembler déjà son propre parti. C'est François Mitterrand qui disait ça. Il faut rassembler son camp. Son camp, c'est nous aussi les écologistes. Et pourquoi pas dans ce cas-là? Et notamment, moi je l'ai dit depuis la rentrée, je regarde d'ailleurs avec attention ce qui se passe à l'UDI, car il me semble que nous sommes très nombreux à dire aujourd'hui qu'il faut une réforme institutionnelle. Mais simplement, et cette réforme institutionnelle, elle ne peut se faire qu'avec le centre. À propos du rôle de François Hollande, vous estimez qu'aujourd'hui, effectivement, cette pagaille qu'il y a au sein du Parti socialiste, mais plus globalement au sein de la majorité, c'est à François Hollande qu'il revient de rassembler tout le monde? Bien sûr, mais pas de façon autoritaire ou au coup par coup. Comment alors? Mais tout simplement en ayant une politique de synthèse. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a fait le traité européen très vite, on a fait le crédit d'impôt très vite, ça a clivé énormément à gauche. On a aujourd'hui quasiment deux gauches. Déjà, on est très affaibli dans l'opinion globalement, et en plus très divisé. Donc, c'est pas en continuant à être divisé qu'on va se conforter. Donc moi j'ai des raisonnements assez simples. Il faut s'unir et se rassembler. Pour s'unir et se rassembler, quels sont les messages? Par exemple, quelqu'un comme Martine Aubry, qui a dit des choses très intéressantes, qui reprend Vous vous sentez plus proche du Parti socialiste de Martine Aubry que de celui de Manuel Valls? Moi, je n'ai pas d'amis particuliers ou d'ennemis particuliers au sein du Parti socialiste. Moi, ce que je souhaite, c'est la réussite de la fin de ce quinquennat, parce que je trouve ça invraisemblable que je lis tous les articles, je lis aussi, j'écoute beaucoup vos commentaires qui sont très intéressants sur la situation de la gauche, et on est déjà en train d'expliquer l'après 2017. Enfin, on est quand même dans un pays de fous. Mais y compris Delphine Batho, qui avait été éphémère ministre de l'écologie, qui dit François Hollande, tu es fini. Mais tous ces trucs-là... non, pour vous, il n'est pas fini, déjà, François Hollande. Je lis pas ces bouquins-là, parce que vraiment, je trouve que ça n'a strictement aucun intérêt. Il y avait celui de Cécile Duflot, quand même. Vous le mettez dedans. Vous le mettez dedans. Quand vous dites tous ces bouquins-là, vous mettez celui de Cécile Duflot dedans? François Hollande, c'est le président de la... Jean-Vincent Placé, je vois votre sourire. Est-ce que vous mettez le livre de Cécile Duflot dans votre expression, tous ces bouquins-là? Apolline de Malherbe, c'est toujours très intéressant, c'est matiné, mais pour le coup, pour moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et donc, ces bouquins-là de rentrée ne m'intéressent pas beaucoup, et je ne les ai pas lus. Je ne les lirai pas. Et en revanche, ce qui m'intéresse, c'est la suite du quinquennat de François Hollande. Donc je souhaite, moi, oui, la réussite de ce quinquennat, mais pas pour François Hollande particulièrement, et j'ai l'occasion de lui dire, non, pour les Françaises et les Français, il y a des millions de chômeurs, il y a des difficultés de sécurité, il y a des difficultés sur l'environnement, sur la santé, sur l'éducation, sur la protection de notre beau pays, parce que vous savez, la nature, c'est important aussi. Les animaux même de ce pays, il faut les protéger, vous voyez. Voilà, je sais que ça fait sourire, mais il y a beaucoup d'animaux, et les Français, heureusement, parfois, ils sont souvent seuls avec un animal, et c'est important aussi, donc parce que c'est ça aussi, la cohésion sociale. Et je vais vous dire, non, mais moi je souhaite la réussite de la fin de ce quinquennat. Pour cela, il faut que le président de la République rassemble son camp et fasse une politique, je le répète depuis le début, plus sociale, plus écologique, avec des réformes et sociétales et institutionnelles. Et ça doit être le temps des 6 premiers mois de l'année prochaine. Et pour revenir rapidement en une phrase sur la question du centre, bien sûr qu'il faudra, par exemple, pour changer la Constitution, il faut les 3/5 au Congrès. Donc vous aurez besoin à un moment ou à un autre du centre. Donc il faut parler à celui qui sera patron de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde ou Hervé Morin. Il faut discuter avec M. Vigier à l'Assemblée nationale. Il faut discuter, ce que je fais très bien avec Françoise Zocchetto, qui est mon collègue au Sénat. C'est la République. Et on est peut-être en désaccord sur l'économie, sur les institutions, pour aller, nous c'est ce qu'on dit, vers la 6e République. Mais déjà, à minima, faire des réformes institutionnelles importantes, y compris aller sur la proportionnelle, qui est un autre engagement du président de la République. Là-dessus, vous êtes d'accord avec les gens du centre. Exactement. Justement, Alain Juppé, à propos de réforme, propose depuis hier, et Nicolas Sarkozy avait proposé aussi, de réduire de moitié le nombre de parlementaires. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est démago? Non, c'est bon. Moi, c'est pourquoi je souris, parce que tous ces gens ont fait une carrière incroyable depuis 40 ans en étant très à l'aise, en cumulant les mandats. Ça fait 40 ans qu'ils sont là, en passant de la mairie de Paris à la mairie de Bordeaux, etc. Mais mieux vaut tard que jamais, non?
Exactement. Donc j'ai noté que sur la fin de la carrière politique de personnes comme Alain Juppé, ou peut-être même sur un renouveau, on verra bien, quelqu'un qui a été l'un des pires premiers ministres du pays en 1995, en 1995, qui avait mis tout le pays dans la rue sur les réformes sociales, devient maintenant très apaisé, sympathique. Donc ce qui montre que les gens changent, ou peuvent changer, ou même la perception. Donc ça, c'est positif. Et plus sérieusement, pour revenir sur le sujet, moitié, ça me paraît quand même un peu beaucoup. Parce que la population augmente et qu'elle doit légitimement être représentée. Mais réduire quand même nettement. Oui, bien sûr. Mais moi, nous on le propose, les écologistes. Mais y compris votre siège, vous pourriez perdre votre siège. Bien sûr. Vous savez, c'est pas un emploi à vie. Et heureusement d'ailleurs, c'est un engagement et avoir moins de députés, aller au moins vers 500. On est 577, aller vers 500, 450, avec, et je le répète, une part de proportionnel. Alors comme justement, généralement, juste après que j'ai dit ça, je reçois plein de tweets en disant et les sénateurs, je dis oui, aussi les sénateurs. Aussi les sénateurs. Jean-Vincent Placé, vous êtes en règle avec le fisc? Oui. Parfaitement en règle? Oui. Parce que visiblement, on va aller chercher dans la réalité fiscale des uns et des autres, puisque d'après le Canard enchaîné, 60 parlementaires sont en indélicatesse avec le fisc. C'est stupéfiant déjà, et d'autre part, il faut trouver... parce que il faudra des sanctions. Parce qu'il y a un moment aussi, beaucoup de collègues disent ah mais on est arrivé dans le voyeurisme. Non, il faut montrer patte blanche. Il faut tout mettre sur la table. Bien sûr, voilà. Nous on l'a fait, hein, y les compris écologistes. Avant d'être élu. Moi j'ai mis mon patrimoine sur mon site internet, donc les gens voient que j'ai pas grand-chose. Mais la déclaration fiscale, est-ce qu'il faudrait que les déclarations fiscales des uns et des autres, au moins qu'ils prouvent qu'ils payent leurs impôts? Tiens, je vais vous dire, c'est mon ami Bruno Retailleau, le président du groupe UMP, qui vient d'être nouvellement élu au Sénat, qui est très proactif sur ces questions-là. Et il pensait qu'on pourrait avoir, avant d'être candidat, un document du fisc disant qu'on est et vous y êtes à jour. favorable? Oui, bien sûr, tout ce qui peut justifier et tout ce qui peut éloigner par rapport au ressentiment ou à la méfiance, bien sûr, parce que c'est pas en disant aux gens vous avez tort de trop vous intéresser à ces questions-là. Moi, je suis pour la transparence totale. Comme ça, on voit les faits, les gens peuvent juger, et puis quand ils ont des critiques légitimes à faire, ils les font, et puis c'est bien naturel. Transparence totale. Merci Jean-Vincent Placé d'avoir été notre invité. Vous savez quoi, Pauline Mler, je suis aussi pour les journalistes, pour tout le monde. Eh bien alors, transparence pour tout le monde. Merci.